Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Je suis avec Guy Barrette, co-animateur d'émission. Salut Guy. Hey, salut Mario. Est-ce que t'es revenu de tes émotions du DevTeach? Tout à fait. Sûrement. Il faut en revenir. C'était bien plaisant par contre. En fait, on peut dire que cette année, ça a été une année extraordinaire. On avait des conférenciers d'un petit peu partout sur la planète. On avait même des conférenciers de renom qui étaient dans une nouvelle piste. La piste, en fait, la track, la série de sessions sur le domaine agile. On avait des conférenciers qui venaient d'aussi loin que Israël pour présenter des sessions. Ça a été vraiment apprécié, là. Puis le fait d'être en contact avec ces gens-là, d'échanger des idées, là, c'est vraiment génial. Tout à fait d'accord avec toi, Guy. Moi, c'était une semaine un peu spéciale parce que souvent pendant DevTeach, j'en profitais aussi le soir pour parfaire mon éducation d'informaticien autour d'une bière. Ce que j'ai pas vraiment fait cette fois-ci parce que c'était... Ma femme, comme moi, en tout cas, elle a des responsabilités, puis elle se retrouvait à l'extérieur de la ville là, pour presque toute la semaine. Donc, c'est moi qui veillais au grain avec les enfants le soir. Puis, en tout cas, il fallait que je fasse quelques tours de pirouette pour réussir à mener à terme toutes ces obligations-là de front. Mais bon, ceci étant dit, je suis quand même bien heureux de ma semaine. J'ai eu bien du plaisir. Guy, on n'a pas un invité avec nous cette semaine. On est présentement même le 28 mai, donc il y a une réunion du groupe utilisateur Visual Studio. Puis nous, on a pris quelques minutes pour venir faire l'introduction parce que, comme je dis, il n'y a pas un invité parce qu'on va vous présenter une entrevue qu'on a fait durant la conférence DevTeach. En fait, c'est ça qu'on fait quand DevTeach a lieu à chaque année. On en profite pour enregistrer des entrevues avec des conférenciers francophones qui sont à DevTeach. Donc là, on a pris Scott Bellware par le cou. Puis, on a enregistré une entrevue. Le sujet, c'est? J'ai demandé à Scott de discuter avec nous de l'impact des technologies comme Ruby on Rails sur la plateforme .NET. Surtout avec le lien des annonces qui avaient été faites il y a 2-3 semaines à Mix07. Donc, je trouvais que c'était un sujet d'actualité. Puis, c'était une bonne émission. En fait, oui, là, ceux qui ont entendu là, le mot là, ou le terme Ruby on Rails, là, qui s'apprêtent là, à peser sur stop ou à fermer leur player ou leur iPod, arrêtez pas parce que ce qui s'en vient est vraiment intéressant parce que Scott va introduire un peu ce que c'est Ruby on Rails, Ruby et on Rails, mais c'est des techniques ou des choses, des technologies qui sortent ou qui vont se retrouver dans les produits de Microsoft ou dans des API de Microsoft. Alors, ce qui est disponible présentement, ça influence le développement qui est fait chez Microsoft présentement. Donc, le but est de vous donner justement un petit aperçu du futur de la plateforme. Donc, sans plus tarder, on vous présente l'entrevue. Avec nous, Scott Bellware. Salut Scott. Salut Mario, salut Guy. Salut. Puis, écoutez, comme à toutes les années, c'est la conférence internationale DevTeach qui est à Montréal. On en profite pour mettre la main sur certains, tous les speakers qui parlent, on les invite à venir faire un podcast avec nous. Ouais, on fait appel à toutes les grandes gueules là, qui viennent d'un petit peu partout, dont Scott. Scott, toi tu vis à Austin au Texas, puis t'es maintenant un habitué de DevTeach. Oui, ça fait la 4e année que je suis ici. 4e année. Puis maintenant aussi un habitué de notre podcast parce que c'est ta 3e émission que tu fais avec nous. Ah oui? Ouais, hein? Ah ben merci. Faut croire qu'on apprécie tes interventions. En tout cas, on n'a pas eu beaucoup de courriels disant ne le réinvitez pas. D'ailleurs, on va relancer un concours, on va dire faites-nous savoir. Non. Pourquoi on devrait jamais réinviter Scott Bellware à Visual Studio? On est dans notre super studio. Ben oui. Qui est on a une vue sur Montréal fabuleuse parce qu'on est au 33e étage de l'hôtel Marriott. On devrait peut-être mettre une photo sur le site. Oui, hein. C'est la chambre d'hôtel que Scott, parce qu'on cherchait un endroit tranquille. On se dit, regarde, on va aller dans ta chambre. Puis, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, tout est correct ici. Là, on n'a pas rien vu de disgracieux, rien de ça.
Donc, on a tout nettoyé ça. ouais. Puis en arrière de nous, on a la grande fenêtre avec la vue sur le Mont-Royal. C'est fabuleux. On est ici parce que Scott, on a décidé avec toi de faire une émission sur parce que il y a beaucoup de nouvelles, de nouveautés qui arrivent dans le monde.net, mais qui sont pas si nouvelles que ça. Entre autres, il y a beaucoup de choses on va parler dans les prochaines années, beaucoup de langages dynamiques, de patterns comme le MVC, de patterns comme le Active Recall. Puis il y a des gens, là, puis probablement que Microsoft vont tous renommer ça avec leur vocabulaire à eux autres, ou en tout cas des noms de produits à eux autres. Mais en arrière de ça, c'est des choses qui sont pas nouvelles. Puis entre autres, il y a une communauté très active qui utilise des langages dynamiques, le langage Ruby, qui ont créé tout un framework pour développer des applications web, ça s'appelle Ruby's on Rails. Mm-hmm. Puis avec toi, on veut discuter pour voir quels sont les impacts de ces frameworks-là comme Ruby's on Rails sur l'évolution de .NET. Je pense qu'il y a un grand impact, pas juste au niveau des frameworks pour les applications web, mais aussi, je pense c'est le Ruby on Rails qui a vraiment prouvé la valeur, on peut dire, de les langages dynamiques dans notre âge moderne de programmation, de développement de logiciels. Mm-hmm. Pour dire que oui, c'est vraiment une approche qui a des bénéfices spécifiques au langage dynamique. Donc là, aujourd'hui, l'entrevue qu'on va faire, on va parler de Ruby on Rails, mais par extension, à quelque part, on va quasiment expliquer pourquoi les langages dynamiques sont importants. Parce que ça va y avoir un peu cet effet de barre-là. Si on parle de Ruby on Rails, on trouve à parler des avantages des langages dynamiques. Oui, je pense sans Ruby on Rails, il y a pas grand-chose là. Parce que maintenant, on a aussi Monorail, qui est fait pour .NET. Et nous autres, à Dovetail, on s'en sert du Monorail. Mais c'est pas vraiment du Ruby on Rails. On peut pas dire c'est un comment on dit en français? En anglais, on dirait un port. Ouais. Ben, regarde, on va revenir là-dessus parce que okay. la formule, c'est, je vais faire ta biographie très rapidement, juste pour aider nos auditeurs qui te connaîtraient pas de te situer. Ensuite, on va expliquer justement qu'est-ce que c'est Ruby on Rails, puis on pourra expliquer les variantes ou les clones qui sont apparus à ce jour dans le monde.net comme Monorail. Mm-hmm. Puis ensuite, on va parler même de ce qui sont pas vraiment des clones, mais ce que Microsoft ont annoncé à Mix07 qui a eu lieu au mois de mai. Puis donc c'est tout nouveau. Mm-hmm. Et ça a une grosse influence là, sur le futur de .NET. Donc Scott, je le disais au début dans l'entrevue, tu vis à Austin au Texas. Dans ta jeunesse, tu as vécu au Québec, mm-hmm. Assez à Montréal, assez pour parler un français convenable. Mm-hmm. Que tu perds tranquillement pas vite, par contre, hein, plus les années passent. Oui. Les mots, je perds les mots. Je garde la structure de la langue, mais les mots se perdent. C'est mais ça. regarde, nous, on te force à retrouver ta langue. Donc merci à Visual Studio Talk Show. Écouter une émission pour m'essayer, pour me laisser pratiquer l'oreille. L'école au français. Ah ouais. Avec un accent québécois, par contre. Exactement. Ben, c'est l'accent original, je pense. Au Québec, oui. Mais si tu viens à Paris, c'est le vrai tu trouves français, pas Ah, j'avais pensé que c'était la vraie français, puis tous les restants, c'est juste des dialectes de québécois. Non? Mais tu sais que c'est ça qui est en train de se passer. Le Québec est en train de prendre possession du monde. Juste à regarder, hein, le Cirque du Soleil, les Céline Dion, vraiment, on est rendu big. Ouais. C'est notre époque. Oui, tout à fait. Scott, tu travailles chez Dovetail, à Austin. T'es un MVP C#. Ça fait plusieurs années, là. Ça fait quoi, 3-4 ans qui te renouvelle, tous les ans, on se dit, Scott, je pense que c'est un bug dans leur système, là. Ça, qui me laisse rentrer dans le programme. Je pense c'est parce que t'es connu, Scott, pour pas avoir ta langue dans ta poche. C'est une expression très québécoise qui veut, que t'hésites pas à dire ce que tu as à dire, même si ça peut froisser quelques personnes. Ouais, des fois, ça arrive. Puis les gens te connaissent, l'apprécient ou le prennent un peu avec un grain de sel. Puis malheureusement, ceux qui te connaissent pas, ben ça sont insultés. Ouais. Franchement. Puis à un moment donné, il y a du monde qui dit, regarde, c'est Scott qui l'a dit, faut que tu... ouais. Mais ce que j'aime, c'est que d'un sens, tu t'es provocateur, donc tu vas provoquer des discussions. Donc par des fois tes points de vue extrêmes, pas juste des fois, très souvent. Très souvent.
avec tous tes points de vue extrêmes, tu vas provoquer des discussions. Tu vas dire, les gens vont dire, ben là, ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit, là. Oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire entre les deux? Puis juste le fait de provoquer ces discussions-là, tu viens de gagner ton point. Souvent. Oui, je pense que le but, c'est de provoquer le monde à réveiller aux alternatives, pas juste de prendre les alternatives puis d'adopter des alternatives, mais juste de reconnaître qu'il y en a. Mhm. Puis il y a une significance là-dedans. T'es quelqu'un qui croit beaucoup dans les communautés. Écoute, au tout début, quand il y a eu la fondation de Aneta, qui était finalement un regroupement de tous les groupes utilisateurs, t'es-tu retrouvé impliqué là-dedans? T'es impliqué aussi au niveau de DevTeach, comme t'es tech chair pour toute la track au niveau agile. T'es pas mal connu dans la communauté agile parce que, bon, t'es quelqu'un qui applique dans ton travail les techniques de test-driven development. La grosse gueule. Ouais. Et là, on peut parler peut-être du portail Code Better. Oui, je suis un membre de le site Code Better, qui est une communauté de gens, des blogueurs. On retrouve qui sur ce site-là? Il y a moi, John Paul Boudou, Jeremy Miller, Raymond Llewellyn, Sam Gentili, bien sûr, John Papa. C'est ça, l'idée de ce portail-là, c'est Code Better, le nom le dit, il y a peut-être des façons de coder qui sont peut-être pas ce que Microsoft vont prescrire dans leur démo RAN, mais qui amènent du succès puis du logiciel plus facile, qui coûte moins cher à maintenir. Des alternatives. Ouais. Ouais. C'est juste des alternatives. Je disais un peu plus tôt que tu travailles chez Dovetail. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu fais chez Dovetail? Parce que vous utilisez vous appliquez les techniques agiles chez Dovetail. Depuis que je suis arrivé à Dovetail, on s'en sert des techniques agiles. Fait que vraiment, c'est un shop, on fait du XP. Extreme Programming, c'est ça. Avec le côté gestion de projet, c'est influencé par Scrum. C'est très commun qu'on trouve des boîtes à logiciels qui font du Scrum et du XP ensemble. Mais nous autres aussi, on s'en sert quelque chose du Alistair Cockburn qui s'appelle Crystal Clear. C'est vraiment juste d'une façon de c'est un framework de guidance pour dire comment changer le processus de développement pour que ça rend mieux avec l'équipe même. Pour pas juste garder XP comme il est dans les livres ou Scrum dans les livres. Fait qu'on fait des changements. C'est quoi le produit que vous faites chez Dovetail? C'est la gestion des... je sais même pas le mot en français. On dirait en anglais case management. Case, c'est un... Les cas. C'est ça. Disons, on peut l'utiliser pour les cas de support technique ou les cas de social. OK. N'importe... Un billet. C'est un objet de workflow, disons. Donc c'est pour le support à quelque part. On s'en sert pas, mais on a aussi des clients comme le Croix-Rouge américain pour gérer les désastres naturels, puis tous les différents cas que les mondes ont, les applications d'aide, des circonstances de même, des business comme ça. OK. Scott, le but c'est de parler de Ruby on Rails. Bon ben, allons-y. Qu'est-ce que c'est Ruby on Rails? C'est un framework pour développer des applications web qui ont une base de données relationnelle. Alors, c'est les forms. Donc, il y a des contraintes bien fixes, là. Faut que tu aies une BD relationnelle, puis il faut que tu veuilles faire un site web. Exactement. Si tu veux faire une application Windows Form, on Rails n'est pas utile pour toi là-dessus. Probablement non. Pas dans le... Pas par défaut, en tout cas. Exactement. Faudrait que tu le modifies. Ruby on Rails. Donc, il y a un langage. Donc, tu programmes pas en VB, en C#, tu programmes avec un langage dynamique qui s'appelle Ruby. Exactement. Qui s'appelle RUBY. Ça ressemble à quoi, à peu près? Ça ressemble un petit peu à Visual Basic. Ça ressemble un petit peu à C. Parce que c'est écrit en C. OK. Mais c'est vraiment, c'est pas, il y a pas de, ça dépend de quel style tu vas l'utiliser pour dire à quoi ça ressemble parce que on a
des options. Il y a des éléments de la syntaxe qui sont optionnels. Alors tu sais, en C#, on a comment tu appelles ça? Les accolades? Les accolades. Les braces? C'est ça. Tu peux t'en servir ou tu peux oublier. Ah si ouais? tu veux. Pas l'oublier, mais les laisser. OK. Les éviter. Même les parenthèses, quand on invoque des opérations, sont optionnelles. Donc, on peut... Alors, ça dépend de quel Ouais. style de programmation que C'est tu ça, sais là. pour dire. Donc, on peut l'adapter à notre style de développement, mais ça cause pas des problèmes au niveau du support. Si, par exemple, je tombe dans le code d'un autre développeur qui, lui, avait son propre style. On a des conventions, là, qui sont comme quasiment adoptées, universellement. La plupart des programmeurs les connaissent parce qu'on va lire la code des livres. Ouais, parce que C'est communiqué. Les conventions sont bien les communiquées. conventions sont importantes aussi, Scott, je pense, parce que les gens qui utilisent Ruby sont beaucoup avec une approche agile de développement logiciel. Mhm. Puis une des prérequis, en tout cas si t'es agile, c'est de se dire, ben regarde, le code, il appartient pas à un développeur, il appartient à l'équipe, il peut le lire et le modifier. Ouais. Oui. Donc, tu as besoin de conventions si tu veux que n'importe qui de ton équipe puisse embarquer dans ton code et suivre ce qu'il y a là. Oui, c'est une des fondations des équipes agiles, c'est qu'on adapte un style, des conventions, des styles. Donc, dans Ruby, il y a comme le langage de défaut, et on parle de ça, il y a toutes des conventions qui sont beaucoup inspirées de la culture C, C++, à quelque part, parce que je sais qu'entre autres, les underscores, les soulignés sont très Oui. présents. Oui, Puis c'est pas donc on n'est pas avec des noms de variables qui sont Pascal based ou mais qui sont beaucoup plus avec des soulignés. sont plus, c'est quoi le mot? Verbose? Les noms de variables? Verbose? Mhm. Oui. Ouais. Alors, une fois que si on crée des noms des méthodes, c'est assez large pour expressive, pour exprimer les idées, les noms de variables, les noms d'opérations, des fois, ils deviennent tellement larges que ça devient très difficile de les lire sans avoir les underscores dedans. Mhm. En tout cas, il y a des Juste limiteurs de qui dire permettent de voir comme une exactement. Juste en Pascal case ou Camel case, ça devient à certains points c'est pas facile d'utiliser Pascal case ou Camel case. Donc, Alors, mais ça, le fait d'avoir des conventions, ça fait pas de Ruby un langage dynamique. Donc, qu'est-ce qui a fait que c'est dynamique, ce langage-là, comparativement, par exemple, à un langage comme C# ou Visual Basic aujourd'hui? il n'y a pas des il y a un compilateur, mais ça roule à runtime. Un interpréteur. Donc, est-ce qu'on a des types? Oui, mais ils sont pas renforcés par à design time. Je veux dire, quand on écrit le code, on n'a pas des interfaces, on peut dire. On n'a pas de classe. On n'a pas de, disons, en C# ou en VB.NET. C'est le compilateur qui va renforcer que si on appelle une méthode sur un objet, que cette méthode existe. OK. Alors, en Ruby, le compilateur roule à runtime. On peut dire, c'est pas vraiment strictement techniquement comme ça, mais si la méthode est là à runtime, Ça marche, puis ça pas marche. là, Si c'est pas ça là, fait. on a une erreur. Wow. Donc, grosso modo, comme dans un langage comme en C# ou en VBNet, tu vas définir des classes. C'est un langage orienté objet. Oui. Donc, tu définis des classes. Mais quand tu compiles, si par exemple tu as défini une classe d'un type client, puis tu as une autre classe d'un type commande, puis tu fais une égalité client égale commande, tu n'auras pas un message d'erreur qui dit « Hey, t'as pas de droit parce que c'est deux types qui sont pas compatibles. Ils sont pas égales. Alors, Mais c'est ça. t'as cette pas- évaluation de conditions, ça va égaler false. OK. Mais seulement au runtime. Oui. OK. Donc, ton compilateur se plaindra pas quand tu fais des choses que avec un langage fortement typé, comme par exemple C# ou VB.NET aujourd'hui, qui lui dit non, ça c'est défendu. Ouais. Puis d'ailleurs, avec un langage comme Ruby, tu n'auras jamais d'opérateur pour changer de type, ce qu'on a de tous les castings, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas ce concept-là, parce que grosso modo, On peut convertir les types, mais c'est pas vraiment nécessaire autant que de faire les mêmes genres de casting en conversion dans les
dans un système comme .NET, où on a des types, comment t'appelles ça, strong type, Fortement typé. fortement typés. On n'a pas un système fortement typé en Ruby. Donc, une des grosses... si on essaie de synthétiser ça, un langage dynamique, comme le mot le dit, c'est dynamique. Ça veut dire que c'est à l'exécution que dynamiquement, il va vérifier, je suis capable de faire l'opération que tu me demandes. Si oui, il a fait. Puis sinon, ça finit là. T'as un message d'erreur. Et .NET fait ça aussi. Puis, il faut dire que tous les systèmes à runtime vont le faire. C'est juste qu'en .NET, on a une autre étape où on va vérifier ça avant qu'on l'exécute. Et en Ruby, on la vérifie, ou le runtime va le vérifier en temps d'exécution. Puis ça, c'est pas nouveau, parce que le premier langage orienté objet, en tout cas avec ces lettres de noblesse, Smalltalk, oui. était juste comme ça. C'est-à-dire que en Smalltalk, tu compilais pas, tu exécutais, puis à l'exécution, on découvrait ça marche pas. Puis c'est un peu comme pour les gens si on peut faire une petite analogie là au script là, VB Script. Oui. Ou à Fox Pro ou voilà. VB6. Mais là les gens là qui ont déjà fait du script, qui ont déjà fait de ces langages là, puis là maintenant sont habitués au langage fortement typé, puis quand on compile, on a l'erreur tout ça, ils se disent je peux pas retourner là. Ouais, pourquoi revenir en arrière? Ah, OK. Alors disons, il y a un gars, c'est une grande vedette du monde Ruby et Java qui disait que la phase de compilation dans un langage fortement typé, c'est vraiment un genre de test. Ouais. C'est un genre de test qui est très faible. Parce qu'il est pas orienté sur le domaine d'affaires. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de logique là-dedans, c'est juste de vérifier les types et les syntaxes. Il dit, de l'attitude de la communauté des langages dynamiques vont dire, c'est tellement il y a pas autant de valeur pour mettre autant de contraintes. Alors, la valeur initiale, c'est parce qu'on avait des problèmes de performance et avec ce type de test-là, on s'assurait que le programme serait performant. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. On est rendu avec des dual proc puis des quad proc. De la performance, on en a. Ou en tout cas, on en a plus que dans les années 80. Mm-hmm. Donc, de juste garder ce type de test-là pour valider le bon fonctionnement de notre logiciel, c'est peut-être faible. Et on n'avait pas une culture de développeurs qui roulait les tests unitaires. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé là, dans les 10 dernières années. Les gens se sont rendus compte on va bâtir des jeux de tests unitaires parce que le compilateur tout seul, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, dans la communauté .NET, c'est ce qu'on fait. Donc, ça, c'est intéressant, là. Est-ce que ça veut dire qu'avec un langage dynamique comme Ruby, la partie compilation est moins importante? Donc, ce test un peu bête, là, est moins important. Puis, on remplace le test que la compilation fait par des tests unitaires qui sont plus intelligents? Exactement. Et en faisant ça, on se libère des contraintes de la compilateur statique. Okay. Donc, on gagne des bénéfices. En contrepartie, il faut avoir il faut faire des tests unitaires. Absolument. Mais on peut dire, c'est pas nécessité au niveau du langage, mais c'est nécessité au niveau de la culture des développeurs. C'est parce que si tu le fais pas, tu retournes en 1980. Parce Exact. que moi, j'ai eu à supporter des applications Smalltalk dans ma vie, puis il n'y a rien qui me choquait plus que ça plante à l'exécution, donc ça plante dans la face de tes clients, puis on n'a aucune idée pourquoi. On sait pas pourquoi. Puis retourner là, moi, ça serait jamais de la vie. Mais si on me dit, non, j'ai des tests unitaires, donc je vais détecter tout ce qui marche pas avant même que je déploie, parce que mes tests unitaires sont comme un compilateur, beaucoup plus qu'un compilateur. En fait, ils peuvent se coller à la logique d'affaires. Là. Exact. Donc, ça devient un domaine spécifique compiler, tes tests unitaires. Donc, un compilateur spécifique au domaine d'affaires. Je sens une entrée de blog là bientôt sur le blog de Mario. Non, mais c'est intéressant de le voir comme ça. Puis, les bénéfices qu'on a maintenant, puisqu'on est plus limité par le fait qu'on doit avoir des types qui sont compatibles donc ça va nous donner quoi comme bénéfice au niveau de la programmation? On peut dire que de faire des opérations polymorphiques, ça ne prend pas une interface avant de traiter une collection d'objets
comme un certain type de base. Alors, ce que ça nous laisse faire aussi, c'est de dire, je vais invoquer une opération sur un objet dans la chaîne d'exécution. Ça se peut même qu'à ce point, avant ce point d'exécution, la méthode n'existait même pas sur cet objet. Là, tu es en train de dire deux choses fondamentales. On revient sur la première qui est pas banale. Ce que tu dis, c'est aujourd'hui, avec des langages fortement typés, comment on a réussi quand même à pouvoir faire des choses, à pouvoir dynamiquement définir faire du polymorphisme en utilisant des interfaces. Donc, parce qu'on a besoin à quelque part d'avoir souvent une abstraction d'un type qui peut être un peu n'importe quoi. Donc, on définit une interface, on dit voici le contrat. Exact. Avec Ruby, on n'a pas besoin de se définir une interface parce qu'on prend l'objet direct et on dit il est là, il existe. Donc, ça, c'est le premier bénéfice. Deuxième bénéfice, qui est aussi quelque chose qui était difficile à faire avec un langage typé, c'est rajouter à l'exécution des nouvelles méthodes. Ouais. Ou des nouveaux données. Ces deux bénéfices-là vont nous simplifier beaucoup la vie pour résoudre un problème omniprésent quand on bâtit une application, c'est comment je fais mon mapping entre mes objets et ma base de données. Ou bien un mapping entre un objet et n'importe quoi d'autre, même un message. Alors... Okay. Donc, on peut dire quasiment le mapping entre mon interface usagée et ma logique d'affaires. OK, ouais. Et après ça, ma logique d'affaires avec la BD, on va pouvoir beaucoup se simplifier la vie avec des langages dynamiques pour être capable de faire de se bâtir une transformation. Ça veut dire que dynamiquement, au runtime, on peut inspecter la base de données puis créer nos objets qui vont faire notre mapping à la base de données? On peut le faire, mais on peut dire des fois c'est comme avec le framework Subsonic, c'est un genre de choses que peut-être on va faire, mais avec Ruby on Rails, on a vraiment des objets d'affaires qui vont décrire un schéma. Okay. Puis ce schéma-là, ça va avoir un mapping aux bases de données qui est fait plus par convention que par ouais, c'est ça, c'est que la structure de la classe. Si j'appelle une classe, il y a une des conventions, c'est si je trouve une classe qui a le même nom qu'une table, il lui se dit c'est un active record, c'est-à-dire que cet objet-là, il doit se peupler à partir du contenu des records, donc des rangées de ma table. Je vous arrête tout de suite, les gars. Là, on parle de base de données, on parlait du langage Ruby, mais là, est-ce qu'on vient de tomber dans la partie on Rails? Là, on parle du Active Record. OK, donc, on parlait du langage tout à l'heure. Là, on parle des mappings au niveau de la base de données. Oui. Là. Donc, Active Record, comment on peut définir ça, un Active Record? Active Record, c'est un pattern d'architecture. Fowler a écrit un article dans son livre Patterns of Enterprise Application Architecture. Qui est très connu. Très connu. La BIM. Je ne sais pas si c'est un pattern qu'il a inventé, mais il l'a très bien décrit. Qui veut dire qu'on a des objets dans nos systèmes et la structure de ces objets-là sont quasiment pareilles que les structures des rangées dans une base de données. Alors, le mapping, ça se fait très facilement parce que on n'a pas des transformations élaborées qu'il faut faire pour T'as pas 30 tables à faire des jointures là pour arriver avec un enregistrement. Exact. C'est du 1 à 1. Puis il faut dire que c'est 80% souvent des types de problèmes qu'on a quand on veut parler d'une BD, parce que très souvent on a le contrôle sur la BD. C'est souvent l'équipe qui crée la BD, donc on fait un mapping 1 à 1. Oui, puis souvent, dans le cas d'une application web, même si la BD en arrière est Alex, on l'a soit dénormalisé là, ou adapté là, pour que l'accès soit rapide. Oui. Donc, on peut afficher ces données-là presque directement. Donc, première chose, Rails, ça donne ça. Qu'est-ce que Rails amène d'autre? Ça amène un framework de construction de interface usagée de web qui nous laisse faire tout ce qu'on fait en disons ASP.NET avec les HTML, le langage de HTML ASP.NET. On le fait en Ruby on Rails, mais c'est plus simple
ça a l'air plus à l'HTML nature que le langage ASP.NET A. Alors, c'est plus facile à lire, c'est plus facile à écrire. Et aussi, on a les outils Ajax qui s'en servent des librairies de JavaScript qui sont très, très, très connues déjà dans le monde Ajax. Disons, prototype, effet. On va revenir sur cette affaire-là. Donc, ce que tu expliques, c'est... Et du data binding, on peut dire. On pourrait dire qu'il y a une problématique aujourd'hui qu'on vit quand on fait une couche d'interface utilisateur, quelle qu'elle soit, c'est qu'on voudrait bien séparer ce qui est de la présentation, ce qui est du code de présentation, de ce qui est du vrai code pour être capable de faire des traitements. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, si on retourne il y a longtemps, dans l'ASP, là, tout était dans la même couche. C'était l'enfer à maintenir. Oui. ASP.NET, on dit, regarde, on va avoir le code behind, puis on va avoir le ASP en premier, mais c'est encore très fortement couplé, ces deux choses-là. Ils sont toujours dans la même couche. Puis, ouais. Puis, ce que Ruby va dire, c'est, nous autres, on va vraiment les découpler, deux couches différentes. Donc, ouais. la couche présentation, c'est-tu juste du HTML que tu écris là? C'est c'est des fichiers d'habituellement, on dit c'est point HTML. Mais on peut avoir du Ruby dans ces fichiers-là aussi. Alors, on a du script là-dedans aussi. Mais le script, on peut mettre du JavaScript ou bien programmer en Ruby dans les fichiers d'écran, comme on faisait avec ASP.NET. OK, donc si tu programmes en Ruby dedans, c'est qu'à quelque part, tu as comme une pré-génération de ton HTML avec du Ruby. Exactement. Donc, c'est comme ta couche présentation, tu la génères. Tu Oui. peux la générer en utilisant le langage Ruby. Tu pourrais la générer avec n'importe quel autre outil de génération de code. Mais la couche présentation, elle est générée. Elle est générée à partir de quoi? À partir de les pages HTML. OK. Où on définit l'interface aux usagers. C'est comme écrire juste des pages HTML crues. Mais on peut avoir on peut avoir des boucles en Ruby pour dire c'est un peu comme le i est égal à 0 à 10, écrire cette ligne de HTML 10 fois. Scott, peux-tu faire l'analogie au ASP classique où exactement, du VBScript et du HTML? Exactement. Mais on trouve qu'il y a des bénéfices dans le modèle de ASP classique, sauf que ASP classique était vraiment un extrême. T'avais que la page, puis t'avais pas une page en arrière. Ouais. Là, ASP.NET, on va à l'autre extrême, mais on n'arrive pas vraiment à une architecture qui est, on peut dire... découplée et testable. Parce que ça, c'est l'autre affaire, c'est que si tu découpes ton code de présentation du code qui fait des traitements, toi, ce que tu vas voir tester, c'est pas le code de présentation, parce que le code de présentation, il devient simpliste et banal à quelque part. Ce que tu veux tester, c'est ton traitement qui, lui, va appeler la logique d'affaires et tout. Puis là, tu as des points d'entrée qui sont plus forcément par l'interface utilisateur, mais qui sont vraiment par des méthodes qu'on appelle sur les objets. Puis donc là, tu peux vraiment exécuter des jeux de test pour valider le fonctionnement, mais d'un point de vue fonctionnel. Avec Ruby on Rails, la testabilité est une grande issue parce que, comme on dit, il n'y a pas de compilateur. Il n'y a pas de phase de compilation en design time. Alors, il y a des services dans le framework aussi pour faciliter les tests que les développeurs vont écrire et qui vont exécuter. OK, donc Scott, on a vu le principe, mais comment on applique ça concrètement, là? Par exemple, si j'ai une table de produits, puis je veux afficher un produit dans une page. Puis l'exemple qu'on pourrait donner, c'est l'exemple très classique du fameux Hello World. Bonjour le monde. Bonjour le monde, c'est donc si on prendrait cet exemple-là, mettons, on veut créer une page qui va afficher Hello World. Comment ça marche avec Ruby? OK. Avec Ruby, pour faire une page, c'est juste du HTML. Mais le HTML a besoin d'une classe en arrière. On peut dire que c'est comparable à un code behind, mais c'est pas la même chose. Alors, on appelle ça un contrôleur. Un contrôleur, c'est une classe qui représente un groupe logique de système. Disons, on peut avoir notre contrôle bonjour. Parce que ça s'appelle un contrôleur parce que la fameuse page, c'est une vue.
Puis c'est le pattern model view controller qu'on est en train d'appliquer. Exactement. On dit si ma page est une vue, j'ai besoin d'un contrôleur parce que la vue, elle ne fait qu'afficher et le contrôleur lui s'occupe des traitements. Exactement. Puis il faut qu'il y ait un modèle quelque part, puis le modèle, c'est souvent ce qui va C'est être... Active Record, ouais, c'est l'autre couche. En Hello World, on peut avoir notre contrôleur bonjour. Et sur la contrôleur, dans la classe, on va avoir une méthode qui dit, on peut l'appeler de n'importe quelle façon, mais on va dire dire. Alors, avec un URL, et si on a un contrôleur qui dit qui est appelé bonjour, on va avoir un URL dans l'application qui va être quelque chose comme http / nom de l'application / bonjour / dire. Puis c'est bonjour, point. Puis là, faut qu'il y ait une extension qui va être finalement un handler que Bonjour va être le contrôleur, fait Ouais. que ça va apparaître comme un répertoire sur le système. Est-ce que c'est une page qui existe tout simplement pas? C'est virtuel, ça C'est existe pas. virtuel, elle c'est existe ça, pas. là. OK. Puis le serveur web va savoir que faut que j'exécute la méthode dire, puis c'est la méthode dire qui elle va être responsable de faire créer, de donner le message à la vue affiche-toi. Oui, c'est ça. Ça peut faire deux choses. Si la méthode dire n'a pas de logique, le serveur web ne va pas exécuter la logique parce qu'il y en a pas. Mhm. Mais pour chaque méthode, comme la méthode dire, on peut avoir une page HTML. En ce cas, dire.html. Fait que il va exécuter la page HTML. Fait que ça va faire les deux. Ça va exécuter la logique dans la méthode du contrôleur qui s'appelle une action. Mm-hmm. Et aussi, il va transférer, rendre, Faire le rendu. Mhm. fait le rendu à la page HTML qui est associée à l'action. Puis j'imagine que ton contrôleur puis la page HTML, il y a une mécanique quelconque pour se passer l'information. Oui, du data binding, c'est dans Ruby on Rails. C'est Ruby on Rails qui le fait. Mais on peut faire du data binding au niveau des objets d'affaires. OK. Alors, au lieu de le faire à un dataset ou bien un chiffre ou une date, c'est vraiment, on peut faire du data binding selon les objets d'affaires. OK, donc là, si je suis bien ce que tu es en train de dire, le serveur web, lui, voit qu'on demande la ligne bonjour, /, dire, il dit, c'est vraiment, faut que j'appelle le contrôleur bonjour et que je lui demande à ce contrôleur-là, exécute la méthode dire. Ouais. Le contrôleur lui surveille d'abord et dit, OK, j'exécute dire. Donc là, il pourrait avoir toute la logique de traitement, dont, entre autres, d'aller lire dans des BD. Oui, Puis c'est toute ça. cette lecture-là dans les BD va être simplifiée parce que, justement, Ruby on Rails me donne un framework Active Record pour aisément de pouvoir accéder au contenu. Donc là, je vais faire toute la collaboration que j'ai besoin avec les objets d'affaires qui sont, parce que le Ruby on Rails me donne des objets d'affaires qui sont un mapping 1 à 1 avec mes tables. Mhm. Donc, j'exécute les comportements que je veux. Puis à un moment donné, là, j'ai de l'information. Cette information-là, je vais la stocker où est-ce que le binding se fait avec la page. Puis je vais probablement te dire ma page, dire.html, affiche-toi. Donc, Exactement. Ce qui est très important à comprendre, c'est que on a une visibilité des variables dans un class. mhm. Disons, on peut avoir une visibilité privée, une visibilité publique, qu'on peut Protected. protéger, et aussi dans les blocs de code comme des méthodes. Mais est-ce qu'on on a une ça? visibilité. Est-ce qu'on a ça aussi dans Ruby? Oui. Ou bien tout est public? Non, on a une visibilité, mais les pages HTML et le class contrôleur Ça, ont une visibilité partagée. sur tout ce qui est privé. Oui. Ok. Alors, pas privé, mais ce qui est déclaré au niveau du class, la page HTML, s'il y a Le du voit. script là-dedans ou s'il y a du data binding, ils ont, en tout cas, ils partagent le mémoire. Donc toutes les variables privées que le contrôleur va avoir vont pas être privé, pas privé par mais exemple. donc toutes les variables que le contrôleur va se définir Mm.
ils vont être visibles pour la page HTML. C'est ce que tu essaies de me dire. Exactement. OK. Puis la page HTML, là, comme tu as dit, ça peut être juste du HTML pur, où il pourrait avoir là-dedans aussi du code Ruby pour être capable de faire des boucles et faire différents traitements. Exact. Puis du code Ruby aussi pour aller chercher le contenu de nos fameuses variables qui sont visibles. Qui sont visibles, oui. Les variables qui sont visibles sur le classe de contrôleur, le code dans la contrôleur même, dans Donc, la page même, peut communiquer avec. Si je reviens à mon exemple, mettons que le message, au lieu d'être juste Hello World, que je voudrais afficher, mettons, ce serait Hello World, puis marquer le nom, mon nom à moi. Puis mettons que le contrôleur me demanderait, moi, bon, ben, donne-moi ton nom. Ben, il stockerait le nom dans une de ses variables. C'est ça. Puis la page HTML, elle irait rechercher ce nom-là et l'afficherait. Quand on bâtit le code HTML, on ferait Hello World, puis là, on marquerait directement un code en Ruby pour aller lire le nom de la variable. C'est pas exactement, au niveau technique, c'est tellement comme ça, mais fonctionnellement, ça marche de même. Mario, c'est un architecte, là, donc il faut rester un petit peu plus haut. Non, mais j'ai jamais pris la peine de regarder en détail Ruby, donc j'essaie d'improviser pour voir, dire, ça marche comme ça, mais... Donc, on s'entend, c'est conceptuel. Je suis loin d'être un expert Ruby. Je suis même pas du tout un expert Ruby. Ce qui est intéressant là-dedans, disons, juste si on parle du niveau de la framework interface à usager, si le code, le script parle de nom d'un variable, disons un nom de variable comme adresse ou nom. Okay. Si le script parle de ce nom de variable-là, et on avait un compilateur .NET, le compilateur va s'assurer qu'elle existe. Qu'elle existe. Avec Ruby, c'est pas nécessaire de la valider. Fait qu'on peut écrire nos interfaces usagers sans l'obstruction de le compilateur. Disons, si je fais une référence à une variable qui s'appelle nom de la personne. Je comprends ce que tu veux dire. Aujourd'hui, par exemple, si je travaille puis que je m'attends à ce qu'il y ait une classe, ben effectivement, il faut que je me crée soit une interface pour mocker. Il n'y a pas de concept de mock, c'est-à-dire que j'écris, puis si c'est pas là, c'est pas grave, Ruby se prendra pas. Puis un jour, le code va venir, puis ça me permet d'avoir des équipes disparates qui travaillent sur différentes sous-sections de mon site web. Et ça prend la génération des interfaces. Là, on arrive avec une explosion d'interfaces. C'est pas que c'est pas bon. C'est juste comme ça, c'est juste différent. C'est ça. Ça dit qu'avec dans les langages dynamiques, des interfaces, ça existe pas. On connaît pas ça. On n'utilise pas ça. On n'a pas besoin. On travaille avec des classes seulement. Le concept n'existe même pas. Même en Ruby, un class, c'est un sous-classe de quelque chose qui s'appelle un module. Et un module, c'est juste de la programmation. Il y a même pas de class. Le class, c'est même pas l'unité de base. Donc, là, on a fait notre exemple Hello World. Maintenant, si on voulait afficher un enregistrement dans une base de données là, avec Ruby on Rails, comment on s'y prend? Le framework d'accès aux données, ça s'appelle Active Record. Ça marche par rapport à des objets d'affaires. Les objets d'affaires, d'habituellement, ils ont la même structure des rangées dans la base de données, par défaut. C'est pas une contrainte, on peut changer les mappings si on veut. Quand tu structures, mettons, si j'ai 6 colonnes dans ma table, ben ces 6 colonnes-là vont devenir 6 champs privés dans mon objet. Par défaut, oui. Est-ce que cet objet-là, est-ce qu'il est généré ou est-ce qu'on doit le coder? C'est un mélange des deux. OK. Il y en a des choses qu'on peut faire à runtime à cause qu'il n'y a pas des contraintes de compilateur. Qui veut dire que même on peut avoir des champs qui sont là, qui sont pas vraiment là à design time. Ça, c'est la chose que moi, j'ai demandé quand j'ai quand même écouté des podcasts où on parlait de Ruby pour essayer de comprendre. La grande innovation qu'on va avoir, c'est que Ruby, quand tu appelles une méthode qui n'existe pas, il existe un fallback qui dit, elle n'existe pas, cette méthode-là, je vais t'envoyer dans une méthode par défaut. Puis là, toi, tu peux écrire du code pour dire, ben là, ça n'existe pas, mais maintenant, je vais rajouter une méthode. Donc, mettons que tu appellerais une méthode, mettons que tu dirais c'est un objet d'affaires, je voudrais aller chercher le nom de la personne. Puis moi, j'ai pas codé ça encore. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, cet objet d'affaires-là? Oui, Ruby va dire, ben, ça existe pas. Tu m'as dit point non, ça existe pas. Donc, je vais aller exécuter la méthode par défaut. Mais la méthode par défaut pourrait dire, c'était quoi que t'appelais? Tu voulais savoir non. Par convention, je sais que toi, t'es une classe, maintenant qui s'appelle personne. Je vais aller voir dans la BD, existe-tu une personne? Oui, il en existe un. OK. Après ça, je vais regarder, est-ce qu'il existe une colonne? Non.
Oui, il y en existe. Donc là, je vais vous dire, maintenant, dorénavant, moi, je vais me rajouter une méthode nom qui va aller chercher le contenu de ma colonne nom dans ma table. On peut faire ça, mais c'est pas comme ça c'est pas vraiment ça que Ruby on Rails va faire. Mais Mais Ruby permet de faire ça. Oh, absolument, absolument. C'est ça qui est fabuleux au niveau des langages dynamiques, c'est qu'on rajoute du code à l'exécution qui existait pas 5 minutes avant. Et qui appelle ça du meta-programming. Sauf que au niveau d'accès aux données, là, ça veut dire qu'à chaque fois que la page est servie, il y a cette découverte-là qui doit être faite. Non, c'est pas vraiment. C'est pour ça que je disais que c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Parce que on a nos objets d'affaires qui sont codés. Les objets d'affaires sont, il y a un mapping aux bases de données. Même pas aux bases de données. C'est un mapping à la langage SQL. C'est SQL qui va, le SQL qui va, c'est le SQL qui va exécuter selon le schéma. Mm-hmm. C'est un schéma qui est généré par rapport aux objets d'affaires. Okay. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que l'approche que moi je disais de découvrir puis de rajouter les méthodes, ça serait coûteux, en tout cas la première fois en coût. On veut pas faire ça, donc on fait un pré-traitement où est-ce que essentiellement tous ces objets-là sont pré-populés puis on les a déjà pour avoir déjà toutes nos tables pour avoir des objets d'affaires qui les représentent. Ouais, on assume que les objets d'affaires sont codés correctement pour avoir un bon lien entre la couche d'affaires et la couche de base de données. Si c'est pas bien fait, on va juste tout simplement avoir une erreur à runtime. Disons, cette colonne, je sais pas quoi, n'existe pas dans le tab, blablabla. C'est des erreurs de SQL, de SQL. OK. Là, si... Et c'est pour ça que ça prend des tests. Ouais. Là, si nos auditeurs sont intéressés puis voudraient essayer ça en Ruby on Rails, il faut qu'ils downloadent quoi puis il faut qu'ils installent quoi sur leur serveur? Oui, c'est à rubyonrails.org. Okay. Il y a une installation. Mm-hmm. C'est comme one-click comme on a en .NET. Fait que c'est juste de télécharger un petit programme qui va tout installé. Le runtime, le langage, des unités. Donc, sur le poste du développeur, faut faire cette installation-là, oui. pardon. Puis aussi sur le serveur, j'imagine, qui va rouler l'application. Oui, absolument. OK. Parfait. Mais le but, parce que moi, je pense pas que la majorité de nos auditeurs demain matin vont dire, on transfère, on se met à faire du Ruby on Rails. Ce que je pense plus, c'est nos auditeurs, c'est que il y a des choses probablement très prometteuses de cette approche-là que si c'est pas Microsoft, en tout cas d'autres parties, mais déjà on le sait, Microsoft vont aller chercher des choses de ça et les intégrer au niveau de la plateforme pour qu'on puisse en tirer parti. Donc, si on récapitule, quels sont les bénéfices que Ruby on Rails peuvent amener à .NET? La mise en place du patron MVC de façon correcte, de façon qui va permettre vraiment de pouvoir bâtir des systèmes testables. Ça, c'est vraiment un bénéfice parce qu'on découpe complètement notre couche présentation de nos traitements. La mise en place aussi d'un Active Record pour se créer un accès aux données simple mais fonctionnel qui marche bien. La dynamicité du langage. Donc, je dirais qu'à quelque part, l'omniprésence d'avoir des tests. Donc, tu peux pas, si tu prends ces approches-là, faut que tu bâtisses toujours avec des tests. Donc, ça forcerait Microsoft à dire, ouais, les tests, là, c'est plus un citoyen de deuxième classe, c'est un citoyen de première classe. C'est déjà un peu le cas maintenant parce qu'on a un framework pour faire des tests unitaires, mais regarde, on l'avait juste dans la plateforme Team System. Si t'achetais 2005, les tests unitaires, c'était comme, faites-le si vous voulez, mais si vous voulez pas, faites-les pas. Ça changerait le discours de Microsoft. On dit non, les tests, vous devez les faire parce que c'est aussi important qu'un compilateur à quelque part. Donc, ça prend cet impact-là. On dirait même à ces jours-là que les tests sont plus importants que le compilateur. Et aussi, un autre bénéfice que ça pourrait avoir, c'est peut-être étendre le framework, la plateforme pour supporter les langages dynamiques. Oui. Ce qui était déjà un travail sur lequel Microsoft travaillait. Mais essentiellement, faire en sorte que le runtime soit capable qu'on puisse étendre le runtime dynamiquement. Ce qui est possible aujourd'hui, mais avec un paquet, en tout cas, c'est de la métaprogrammation, puis c'est assez ardu, là, ce serait beaucoup plus simple. Mais ce que tu viens de dire comme bénéfice, je pense que Microsoft est en train de travailler sur
plusieurs technologies ou plusieurs produits là, qui s'inspirent de tout ça. On va en parler parce que Guy, il y a 2 semaines, t'es revenu de la conférence mixte, t'étais Ouais. très excité en disant Mario, j'ai des annonces à faire. Puis, essentiellement, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 semaines à la conférence mixte 2007? C'est que Microsoft a annoncé que l'évolution du runtime va devenir dynamique. Donc, c'est la version 4.0 du runtime. Ce qu'on va, aujourd'hui, il s'appelle Core CLR. Mais le Core CLR, c'est essentiellement plus juste le support des langages statiques, mais des langages dynamiques. Puis, ils ont annoncé 4 langages qui vont supporter la dynamicité du runtime. JavaScript, qui est déjà qui est en tout cas, un langage par défaut parce que c'est un langage dynamique. Iron Python parce que c'est vraiment un langage qui a servi dans les laboratoires puis la recherche chez Microsoft. Iron Ruby, donc une version de Ruby pour .NET. Puis le dernier et non le moindre, Visual Basic Visual Basic 10. ou VBX comme VBX. son nom de code aujourd'hui. Donc ces 4 langages-là vont être capables de supporter nativement les options dynamiques que le runtime va fournir. Donc tout ce qu'on vient de, en fait, une partie de ce qu'on vient de discuter va être disponible dans le monde Microsoft prochainement. Probablement. Je sais pas si Ruby on Rails comme tel va être disponible, mais ça va être intéressant de voir si ça marche native, le code, la code qu'il y a en Ruby on Rails, si on peut juste l'exécuter sur la plateforme .NET. Ça va être intéressant, mais je compte pas sur ça. Ça se peut. On sait pas. En tout cas, on sait que les gens qui sont derrière ça chez Microsoft, entre autres Iron Ruby, ils supportent nativement les mêmes conventions que Ruby. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont dans cette équipe-là avaient une utilité à ce qui se passait, puis n'ont pas décidé de réinventer la roue comme trop souvent Microsoft font. Donc, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Ouais, mais Microsoft a été chercher des gens là, qui étaient déjà dans ce domaine-là. On parle de John Lamb, par exemple, qui était à Toronto pour Object Sharp, spécialisé dans le langage dynamique, donc ils ont été le chercher. Tout à fait. Puis, grosso modo, ils ont aussi annoncé à Mix Jasper, qui est un Object Relational Mapper qui mettra en place l'Active Record. Exactement. Et qui va ne fonctionner que dans les langages dynamiques. Ben oui, parce qu'on a besoin des fonctionnalités dynamiques pour faire ça. Donc, C#. Mais donc, ça veut dire que là, déjà, on dit, hey, on va avoir des langages dynamiques. On va avoir un Jasper qui va nous permettre de faire l'Active Record. Il nous manque encore le MVC. Puis pourquoi le choc est difficile peut-être pour Microsoft d'aller sur le MVC, c'est reconnaître que les tests, c'est un citoyen de première classe, que c'est un compilateur. Puis quand tu fabriques des compilateurs, c'est ton image depuis toujours, puis qu'on t'arrête de te dire, ben c'est plus vraiment important ce que toi tu vas faire, parce que moi je vais faire mes tests qui vont te remplacer. C'est peut-être difficile pour un fabricant comme Microsoft de accepter ça d'entrée de jeu comme ça, mais c'est inévitable. Avec le temps, ça va. Puis même s'ils nous le fournissent pas, on est capable aisément de le faire. C'est juste une question de ce qu'on avait dans la communauté Microsoft durant les dernières 6 années avec la plateforme .NET, parce qu'avant ça, on avait Visual Basic version 6 qui était assez dynamique. Fox Pro qui a été toujours un langage, un environnement dynamique. Ouais. C'était juste une période qu'on a passé, une période de on peut dire nécessaire. Il fallait passer par là pour avoir une plateforme. C'était un genre d'incubation, on peut dire. Qu'on se lançait dans les environnements statiques à 100%, puis on voit avec cette expérience-là que ça prend un petit peu de dynamisme aussi, pas juste le statique. Il doit y avoir des conversations intéressantes de couloir chez Microsoft avec ces langages dynamiques-là versus les langages statiques là, compilés, tout ça. Donc, ça doit brasser dans quelques meetings là-bas, là. Mais probablement, oui, mais je pense que ça devrait être un temps assez excitant pour le monde de Microsoft, autant excitant pour le monde dans la communauté Microsoft, parce que ça donne des opportunités à prendre l'avantage des alternatives qu'on a aujourd'hui. Au moins, on voit que Microsoft est il est à l'écoute de ce qui se passe sur le marché, là, puis il est en train de s'ajuster, là. Puis, mais ils ont une opportunité en or, parce que Microsoft sont pas pas une très bonne compagnie pour innover de zéro. Mais c'est une très bonne compagnie pour copier.
Oui, Donc, Microsoft, c'était le japonais du développement logiciel. Ben, .NET, c'est basé C'est sur... une copie de Java. le problème avec ça, c'est que ça prend plus de temps pour attendre à copier quelqu'un d'autre que juste de inventer. Ouais. Une de mes critiques, s'ils se lançaient vraiment dans le cutting edge, ils vont nous introduire des outils qu'on a besoin dans les périodes où on a vraiment besoin. Mais Microsoft, il y a des endroits où est-ce qu'ils innovent avec succès ou des fois avec des difficultés. Mhm. Je sais qu'il y a beaucoup, le travail qu'ils font sur les Software Factory, c'est vraiment un endroit où ils sont innovateurs. Ils essaient de diriger le marché. Ça a une sorte, ça a son, j'oserais pas dire succès, là. Il y a encore On beaucoup va de travail voir à si faire. Software Factory c'est intéressant ou pas. Ça, c'est un, Ben, ouais, ça, c'est un autre débat. C'est là. innovation, mais c'est comme... Moi, je pense que les Puis, Software Factory doivent rencontrer les tests et doivent se merger, puis c'est le merge, c'est ça qui va nous amener des plateformes de développement Si de j'étais, prochaine si génération. j'étais un ingénieur génétique, je le trouverais pas mal hot que j'ai créé un nouveau virus qu'on peut pas détruire. C'est un exercice intellectuel très fun, mais en même temps, je me demanderais est-ce que la société a besoin. Fait que Software Factory, je suis pas encore décidé, mais je sais qu'il y en a du monde qui s'en sert d'une façon qui ont du succès. Je pense que c'est pas assez bien communiqué. C'est quoi les buts de Software Factory? Les outils pour les Ben, pour c'est un pouvoir peu en faire comme- sont difficiles. là, C'est un peu comme il y a présentement. des gens moi, qui me disent tu travailles avec les technologies Microsoft, c'est bon à rien, blablabla. Je dis non, regarde, tu peux l'utiliser les outils. C'est pas parce que tu utilises Visual Studio Team System que forcément tu fais de la bullshit avec. Tu peux l'utiliser efficacement pour faire des systèmes. Oui. Tu sais, puis les mêmes choses. Scott, je suis sûr qu'il y a des gens de la communauté Java qui ont dit C Sharp, wow, what the heck. Non, C Sharp, c'est un outil, c'est tu l'utilises. Ce qui est la nouveauté, puis ce que je pense qui est quand même majeur dans ce qui a été annoncé il y a 2 semaines par Microsoft à Mix, c'est que grosso modo, Microsoft va avoir maintenant les outils, l'outillage pour tirer parti des langages dynamiques. C'est à eux de l'utiliser efficacement. Puis c'est Oui. pour ça que moi je pense qu'ils vont quand même faire quelque chose d'intéressant parce que tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est copier. Regardez ce qui est Ruby on Rails et faites-nous des frameworks comme ça. Puis même aller plus loin, faites que ça soit vraiment avec l'outil, que ça soit encore plus simple. Puis Avant la qu'ils communauté vont- va l'adopter. Avant qu'ils vont, je suis d'accord et je pense qu'on voit déjà comme Scott Guthrie parle déjà que son équipe est en train de travailler sur un framework MVC pour ASP.NET. Mhm. C'est pas juste pour les langages dynamiques, c'est vraiment un framework qui rend un Model View Controller comment te dire, un first class citizen. Ouais, un citoyen de première classe. Exact. Dans le framework .NET. Puis je sais que, bon, chez Microsoft, il y a des gens qui travaillent aussi du côté client lourd, en tout cas du côté smart client, d'arriver aussi avec un MVC, parce que c'est fondamental, un MVC. Tu peux pas passer à côté. De la même façon que, Oui, mais on l'a déjà fait. On a fait du code behind. ouais, mais regarde, il y Mais a 30 ans, le monde faisait du code sans faire de tests aussi. Oh, c'est vrai. Donc, c'est pas parce que dans le passé, les gens ont fait des choses un peu... mais les gens ont juste fait les choses comment ça se faisait à cette époque-là. Je suis sûr qu'il y a du monde qui retournerait voir du code que j'ai écrit il y a 15 ou 20 ans, puis il ferait comme « Hey Mario, je dis oui, mais gars, j'étais juste à l'époque. tu sais. Ouais. Aujourd'hui, je ferais plus ça comme ça. Puis Ben- heureusement, ça veut juste dire que j'évolue. Des fois, Donc, je regarde mon code il y a d'un mois, je dis, oups. Mais des Ouais. fois, c'est aussi vite que ça. Hein. Il faut juste dire qu'on suivait les avis de Microsoft. Faut prendre ce qu'il y a de bien et il faut modifier ce qui fait Ouais. pas notre Puis ce qui affaire. est intéressant avec l'approche que Microsoft prend présentement, c'est qu'il annonce très tôt là, durant le cycle de développement là, des différents produits qu'on vient de mentionner. Donc les annonces sont faites très tôt. Donc il y a encore beaucoup de feedback là, qu'on peut donner. Je sais qu'à Mix là, il voulait absolument là à toutes les sessions, on veut avoir votre feedback, on veut avoir votre feedback là, pour tout ça. Donc c'est peut-être le temps là de justement pour ceux qui utilisent déjà des technologies comme Ruby on Rails, tout ça, puis de voir où est-ce que Microsoft s'en va, ben c'est peut-être de leur donner des commentaires, dire bon, vous allez dans la bonne direction ici, dans la mauvaise ici, etc., etc. là. Tout à fait. Donc, nos auditeurs, n'hésitez pas à aller chercher tous les produits alpha, bêta, puis donner du feedback parce que on peut des fois être un peu cynique, penser que ça n'a pas d'impact. Non, ça peut en avoir d'impact. Effectivement. Scott, je te remercie d'avoir suggéré une émission sur Ruby on Rails parce qu'il y a beaucoup plus profond que juste parler de Rails. C'est plus, puis en tout cas, j'ose espérer qu'on a réussi à aller chercher cette essence-là. Mhm.
Nous, on continue la semaine à DevTeach. On va avoir le plaisir d'être voir. Je pense que tu es conférencier à DevTeach et tu donnes aussi une post-conférence. Hein? Une post-conférence sur, on dit que c'est sur Test Driven Development, mais ça va comprendre beaucoup de choses. Disons, tout le processus d'ingénierie agile. Donc, c'est une journée complète. Une journée complète. Puis en plus, tu donnes une conférence à part ça? Une session sur l'évaluation d'un pratique personnel de écrire des tests unitaires. Alors, on va voir, c'est une nouvelle présentation, fait que je sais pas. Ce qui est le fun à DevTeach cette année, c'est qu'on a une piste ou une track qui est dédiée au monde agile. On a une piste aussi qui est dédiée à l'architecture. Donc, c'est des innovations là, qu'on a fait cette année. Là. Ça se donne, c'est Scott qui dirige la track agile, je dirige la track architecture. On s'est concerté même pour essayer de... Parce que dans la communauté d'architecture, il y a aussi des gens qui sont plus dans la moulure agile que dans la moulure enterprise architect. Il y a des zones grises, là, disons. Mais ça va amener des discussions, c'est la rencontre des esprits qui crée l'innovation. J'ai l'impression que cette semaine, autour d'une coupe de bière, il va y avoir des discussions fort intéressantes. Tout à fait. Encore une fois, Scott. C'est ainsi, DevTeach, je pense, ça va être quelque chose de spécial. Oui. Encore une fois, Scott, on te remercie. Merci. Puis, à la prochaine. À tout à l'heure. Ça va faire partie des bloopers. Je pense qu'il est temps qu'on arrête. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Les actualités avec Guy Barrette. Donc, Guy, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine, ou en tout cas dans les derniers jours? En fait, il y a 3 choses qui ont retenu mon attention. La première, c'est que Microsoft avait annoncé il y a plusieurs mois une de leurs conférences, donc le PDC, Professional Developer Conference, qui était cédulée pour le mois d'octobre. Donc, le PDC, c'est une des nombreuses conférences que Microsoft fait. Et la semaine dernière, ils ont annoncé qu'ils cancellaient ou peut-être qu'ils reportaient plutôt le PDC à une date ultérieure. Alors, il faut bien comprendre que le PDC, c'est normalement l'endroit où Microsoft va annoncer en premier les nouvelles plateformes qui s'en viennent dans le futur. Donc, c'est tout le temps 12, 18 mois dans le futur. Donc, ce qu'il faut croire, c'est que Microsoft, cet automne, n'est pas prêt à annoncer une nouvelle plateforme. Je pense que ça fait du sens aussi parce que là, on va avoir la vague Orcas qui va venir au printemps 2008. On va avec SQL Server 2008, avec Windows Server 2008. Donc, il y a toute une nouvelle vague là, qui s'en vient. Et c'est toutes des choses connues. On va avoir les bêtas, les alphas, les community, les CTP et tout ça. Donc, il n'y a rien à annoncer là, pour l'instant. Là. Autre chose qui a attiré ton attention? Absolument. Microsoft a acheté une compagnie qui s'appelle Aquantive pour la modique somme de 6 milliards de dollars américains. À peu près ce que j'ai dans mon compte de banque. Oh, bon, c'est le pocket change, là, comme on dit, là. Et écoute, 6 milliards de dollars, là, c'est de l'argent. Qu'est-ce que cette compagnie-là fait au juste? En fait, pourquoi Microsoft a acheté cette compagnie-là? Comme on le sait, Google est dans la mire de Microsoft. Google ses revenus proviennent de la publicité. Aquantive est dans ce domaine-là, de la publicité, du placement de publicité sur Internet. Et aussi, Aquantive a dans sa famille de compagnies Avenue A,
Razorfish, qui sont des ce qu'on appelle des web agencies, donc des compagnies qui font du développement web à haute visibilité, par exemple, dont des sites promotionnels, grand public, tout ça. Donc, mon petit doigt me dit, puis ça c'est mon opinion personnelle et je la partage, c'est que Microsoft pourrait se servir de l'expérience et de ces compagnies-là pour faire un peu pour propager des best practices un peu dans le domaine des web agencies. Puis aussi, de pousser un produit qu'ils ont annoncé dernièrement qui s'appelle Silverlight. Donc, on va voir dans le futur là si c'est cette stratégie-là que Microsoft va appliquer, mais quand même, c'est majeur là, comme acquisition. Guy, pour terminer les actualités, tu sais que moi, je joue à la balle. Je joue au baseball toutes les semaines. D'ailleurs, je joue demain soir. Puis s'il y a une chose que j'haïs, c'est frapper un pop fly. Tu sais, quand tu vas au bâton, c'est parce que tu veux frapper au moins un coup sûr, ou en tout cas un bon coup d'aplomb. Puis un pop fly, c'est une grosse ballonne. Puis Microsoft a annoncé quelque chose qu'ils ont appelé pop fly. Donc, je sais pas s'il y a un lien avec le baseball, mais je vais te laisser nous expliquer ça. Absolument. Popfly, c'est un nouveau produit qui est en alpha présentement et qu'on peut downloader seulement sur invitation. Donc, un peu comme Gmail, Google avait fait avec Gmail au début, où on pouvait pas s'inscrire ou avoir un compte Gmail comme ça, il fallait être invité. Donc, Microsoft a pris là, un petit peu le même principe. Donc, si on est invité, on peut recevoir des invitations, puis inviter des connaissances, des amis, des développeurs. Popfly, c'est quoi? C'est un produit pour faire du mash-up. Et la particularité, c'est que c'est basé sur Silverlight. Donc, on peut faire du mash-up avec l'interface de Popfly et de publier nos mash-up sur un site, le site de Popfly, et l'héberger là-bas. Les gens peuvent visionner ce qu'on a fait, puis les télécharger, changer, faire des modifications. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'interface est vraiment flyée. Dans le sens où on a une liste d'objets là, qu'on peut utiliser, comme par exemple mes photos sur Flickr. Donc j'ai un objet Flickr, je drag and drop sur ma surface de travail, mais là c'est comme un cube qui bouge en 3 dimensions. Je set mes propriétés, comme par exemple, c'est quoi mon compte, où je vais aller chercher les photos. Puis ensuite, je le relie avec, en reliant 2 boîtes ensemble, sur, par exemple, un petit cube ou un objet Popfly qui va faire un slideshow, qui va afficher les photos dans une mosaïque, tout ça. Puis, tout ça roule dans le cadre de Silverlight. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment une interface visuelle, puis c'est vraiment facile de faire des mash-ups à ce niveau-là. Donc, ça va être à surveiller un petit peu. En fait, Yahoo avait un produit un petit peu semblable. Il y a qui ont sorti il y a quelques années, j'oublie le nom. Il y a quelques années, il y a peut-être 1 an. Mais Popfly, la particularité, c'est que ça roule dans Silverlight. Ça fait le tour des actualités. Si on regarde maintenant ce qui s'en vient avec le groupe utilisateur. Donc, je vous dis qu'il y a présentement une présentation. Mais donc, en juin, 4 juin, on a comme conférencier Jean-René Roy qui va parler de Service Broker. Et un peu plus tard dans le mois, Guy, qu'est-ce qu'on va avoir comme conférencier? Le 18 juin, Dominique Sévigny va faire les 2 présentations qu'il avait fait à DevTeach sur Ajax. Donc, une première partie régulière dans le sens où une bonne introduction avancée, là. Et en deuxième partie, vraiment, il a été à fond là au niveau du Ajax. Donc, comment étendre le Control Toolkit, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que notre cher ami Dominique était conférencier à DevTeach, comme je disais, et a eu les meilleures évaluations de tous les conférenciers qui étaient à DevTeach. Donc, il y avait des superstars, il y avait des gens qui font ça presque l'année longue, se promener de conférence en conférence. Fait que je pense qu'on est pas mal fiers de notre ami Dominique, puis bravo mon cher, t'as ça dans le sang. Donc, c'est une invitation. Faut vraiment venir au groupe utilisateur pour la fin de l'été, le 18 juin.
Nous, on invite nos auditeurs à nous revenir début juin, le 12, où est-ce qu'on va avoir comme invité François Brogard. Et avec François, on va traiter d'un sujet fascinant qui est souvent mal accompli dans nos projets informatiques, la gestion des exigences. Donc, tous ceux qui ont un intérêt à mieux cerner les besoins de leurs utilisateurs, ça peut être une émission à ne pas manquer. Puis on sait qu'avec François, on touche toujours aussi comment on peut faire ça avec des approches agiles. Donc, on va en discuter en profondeur avec François. C'est une invitation. À la prochaine. Au revoir. Visual Studio Talk Show.